On vous a dit que l'ail guérit le paludisme, que boire de l'eau pendant le repas fait grossir, que si tu es en bonne santé, tu n'as pas besoin d'analyse sanguine et que la drépanocytose c'est contagieux. Eh bien, tout ça c'est scientifiquement faux. Pas peut-être, pas ça dépend, c'est faux. La vérité, c'est que ces croyances tuent. Elles retardent les diagnostics, elles vident les portefeuilles et elles remplissent les cimetières. Aujourd'hui, on en détruit 15, une par une, avec des données, des études et ce qu'on voit au labo. Moi, c'est Wally, biologiste médical et développeur de LabGest. Et mon boulot, c'est de faire parler les analyses, pas les rumeurs. Ce que vous allez entendre dans cette vidéo est basé sur des faits vérifiables. Chaque mythe qu'on va démonter, je vais vous dire pourquoi on y croit, pourquoi c'est faux et ce que la science dit vraiment. On commence par le son, parce que c'est là que les pires bêtises circulent. On vous a dit que manger de l'ail, ça guérit le palu. Dans beaucoup de familles africaines, c'est le premier réflexe. Le gamin a de la fièvre, on écrase 3 gousses d'ail. La vérité, c'est biologiquement absurde. L'ail contient de la lécine, un composé qui a montré une très légère activité antimicrobienne in vitro, dans une boîte de pétri au labo. Mais le paludisme, c'est un parasite, Plasmodium falciparum, qui se cache dans ton foie et dans tes globules rouges. La lécine que tu manges ne traverse jamais la barrière intestinale en concentration suffisante pour le toucher. Jamais. Une étude de 2006, Antimicrobial Agents and Chemotherapy, a testé la lécine sur des souris infectées par le paludisme. Résultat, aucune amélioration clinique aux doses alimentaires. Alors, pourquoi on y croit autant? Parce que le palu, parfois, il guérit tout seul chez un adulte avec une immunité partielle. Tu manges de l'ail, tu guéris, tu conclus que c'est l'ail. Non, c'est ton système immunitaire. Au labo, on diagnostique le palu avec une goutte épaisse ou un test rapide. On compte les parasites par microlitre de sang. Si c'est positif, on donne des antipaludiens tels que l'artémisine, la quinine, la fensandire, etc. Pas de l'ail. On vous a dit que le groupe O, c'est le donneur universel. Tu peux donner ton sang à n'importe qui. La vérité, c'est presque vrai, mais il manque un détail qui peut tuer quelqu'un. Le groupe O négatif est donneur universel, pas le groupe O positif. Pourquoi? À cause du facteur Rhesus. Les groupes sanguins, c'est deux systèmes. Premièrement, le système ABO, A, B, AB et O. Ensuite, le système Rhesus, positif ou négatif. Le groupe O négatif n'a ni antigène A, ni antigène B, ni Rhesus 2. Donc, son sang ne déclenche pas des réactions immunitaires sur les receveurs. Mais si tu donnes du O positif à un receveur négatif, A-, B-, AB- ou O-, son système immunitaire va attaquer les globules rouges du donneur. Ça s'appelle une réaction transfusionnelle hémolytique et ça peut être fatal. Au labo, on fait deux tests pour le groupage sanguin. Le premier, c'est le test de Beff-Benson, détecte les antigènes A, B sur les globules rouges. Ensuite, le test de Simoni détecte les anticorps anti-A et anti-B dans ton sérum. On vérifie toujours le Rhesus avec un réactif anti-D. Et on fait des prélèvements à des moments différents pour éviter les erreurs. En Afrique subsaharienne, 90 à 95% de la population est Rhesus positif. Mais ce n'est pas 100%. Les 5% restants peuvent mourir si on leur donne du O positif. On vous a dit, et ça c'est le pire de tous, que la drépanocytose, ça s'attrape. Qu'un enfant drépanocytaire peut contaminer les autres enfants à l'école. La vérité, c'est une maladie génétique, pas infectieuse. Tu ne peux pas l'attraper. La drépanocytose est une mutation sur le gène de l'hémoglobine bêta au chromosome 11. Tu hérites de 2 copies défectueuses, une de papa, une de maman. Si tu hérites d'une copie, tu es porteur AS, très drépanocytaire, qui ne tombe presque jamais malade. Si tu hérites des 2 copies, tu es SS ou SC, tu as la drépanocytose. Tes globules rouges prennent une forme de faucille. Ils se bloquent dans les vaisseaux, provoquent des crises douloureuses, des AVC, des infections graves. En Afrique de l'Ouest, un enfant sur 50 naît avec la drépanocytose. Au Mali, 10 à 12% de la population est AS, donc des porteurs. Si 2 parents AS se marient, chaque enfant a 25% de risque d'être SS. C'est pas une malédiction, c'est des mathématiques. Au labo, on fait l'électrophorèse de l'hémoglobine. On sépare les types d'hémoglobine.
On fait aussi le test de falciformation ou test d'Emel. On observe les globules sous microscope après désoxygénation. Ensuite, on peut également faire la PCR génétique pour confirmer la mutation. Sur l'Abgest, on automatise la gestion des résultats des dépistages pour que les parents soient informés avant la naissance. Ventre pointu, c'est un garçon. Ventre rond, c'est une fille. La vérité, aucun lien scientifique, zéro, nada. La forme du ventre dépend du tonus musculaire abdominal. Si les abdos sont toniques, première grossesse, le ventre est plus haut et pointu. C'est la deuxième ou troisième grossesse, les muscles sont relâchés, le ventre est plus bas. Ensuite, la position du fœtus. Un bébé en position transversale élargit le ventre. En position céphalique, il est plus bas. Et après, la quantité de liquide amniotique. Aucun de ces facteurs n'est déterminé par les chromosomes sexuels du bébé. Au labo, la seule façon fiable de reconnaître le sexe avant la naissance, c'est soit l'échographie à partir du 16e ou 18e semaine, et encore ça dépend de la position du bébé, soit le test d'ADN fœtal dans le son maternel qui détecte les fragments du chromosome Y. Alors la prochaine fois que ta tante te dit « Ah, ventre pointu, c'est un garçon », tu lui réponds « Non, c'est juste mes abdos ». Le diabète, c'est la maladie des gens qui mangent trop de gâteaux. Arrête les sucres, tu vas devenir diabétique. La vérité, c'est simpliste. Tellement simpliste que ça en est faux. Le diabète de type D est une maladie auto-immune. Le système immunitaire détruit les cellules bêta du pancréas qui produisent de l'insuline. Rien à voir avec l'alimentation. C'est souvent diagnostiqué chez les enfants. Le diabète de type D, lui, est multifactoriel. Tout d'abord, la génétique. Les populations africaines ont une prédisposition génétique plus forte. Selon une étude du PLOS ONE 2012, l'ascendance africaine augmente le risque de 18% indépendamment du mode de vie. Ensuite, l'obésité et l'alimentation riche en sucre, la sédentarité, le stress chronique augmentent le cortisol qui entraîne une résistance à l'insuline. Au Mali, la prévalence du diabète est passée de 1,6% en 2006 à 4,9% en 2024. 50% des diabétiques l'ignorent parce qu'ils pensent « je ne mange pas de sucre donc je ne peux pas l'avoir ». Au labo, on diagnostique le diabète par la glycémie à jeun qui est supérieure à 1,26 g par litre ou 7 mmol par litre à 2 reprises. L'hémoglobine glyquée qui est supérieure ou égale à 6,5%, moyenne glycémique des 3 derniers mois. C'est un marqueur biologique, pas une opinion. T'as de la toux, prends de l'amoxicilline. T'es fatigué, va chercher de l'ampicilline à la pharmacie. La vérité, les antibiotiques ne marchent que sur les bactéries, pas les virus, pas la fatigue, pas le stress. Le rhume, c'est un virus, rhinovirus ou coronavirus. La grippe est un virus, l'influenza virus, la toux peut être virale, bactérienne ou allergique. Si tu prends des antibiotiques pour un rhume, tu fais 3 erreurs. Premièrement, tu détruis ta flore intestinale, les bonnes bactéries. Deuxièmement, tu sélectionnes les bactéries résistantes dans ton corps. Et enfin, troisièmement, quand tu auras une vraie infection bactérienne un jour, les antibiotiques ne marcheront peut-être plus. L'OMS estime que la résistance aux antimicrobiens pourrait tuer 10 millions de personnes par an d'ici 2050. Plus que le cancer. En Afrique, 67% des antibiotiques utilisés sont concentrés sur 4 molécules seulement. Au labo, on fait un antibiogramme. On met la bactérie en culture, on teste sur plusieurs antibiotiques, on voit lesquels marchent. C'est ça la médecine basée sur les preuves. Ton pharmacien du coin te file de l'amoxicilline pour un rhume. Il ne te soigne pas, il te désarme. Les plantes, c'est naturel, donc c'est sans danger. Les médicaments chimiques, c'est toxique. Les plantes, c'est Dieu qui les a créées. La vérité, certaines des substances les plus toxiques connues sont naturelles. Tenez, la ricine ou graine de ricin, 0,2 mg peut tuer un adulte. L'amanitine ou l'aminate phalloïde détruit le foie en 48 heures. La strychnine ou noix vomique, convulsion mortelle. La digitaline ou digitale, utilisée pour le cœur mais poison à dose
toxique. Ce qui rend un médicament dangereux, c'est pas son origine chimique ou naturelle, c'est tout d'abord la dose. Toute substance est toxique à une certaine dose. Même l'eau, une intoxication à l'eau après 6 litres en 3 heures entraîne une mort certaine. Deuxièmement, les interactions. Le millepertus réduit l'efficacité de la pilule contraceptive. L'ail en grande quantité interfère avec les anticoagulants. Et enfin, l'absence de contrôle qualité. Une décoction de plante, tu ne sais pas combien de principes actifs tu avales, variable selon la saison, le sol, la partie de la plante. Une revue de PMC en 2021 sur des plantes africaines a identifié des hépatotoxicités, des neurophrodytes et des interactions médicamenteuses graves. Au labo, quand on dose un médicament dans le sang, on appelle ça un suivi thérapeutique pharmacologique. On peut mesurer exactement la concentration. Avec les plantes, impossible, tu navigues à l'aveugle. Je ne dis pas que toutes les plantes sont dangereuses. Je dis que naturel ne veut pas dire inoffensif. La nature, c'est pas ta mère, c'est une chimiste impitoyable. Boire de l'eau chaude au citron, ça nettoie le foie, ça détoxifie, ça purge les toxines. La vérité, ton corps a déjà un système de détoxification. Il s'appelle le foie et les reins. Ton foie filtre ton sang 24 heures sur 24. Il métabolise les toxines, il les transforme en substances éliminables. Tes reins filtrent 180 litres de sang par jour. Tu n'as pas besoin d'eau au citron pour aider ton foie. Ton foie n'a pas besoin d'aide. Il fait son boulot gratuitement, sans citron. Le citron contient de la vitamine C et des antioxydants, c'est vrai. C'est bon pour toi, mais ça ne nettoie rien du tout. Le concept de détox est un concept marketing, pas physiologique. Au labo, on mesure la fonction hépatique avec les transaminases, ALAT, AZAT, et la fonction rénale avec la créatinine. Si ces marqueurs sont normaux, ton système de détox fonctionne parfaitement. L'eau chaude au citron, c'est rafraîchissant. C'est tout. Le reste, c'est du storytelling. Si les moustiques te piquent toi et pas ton voisin, c'est parce que tu as le sang sucré. Ah, toi, tu as la peau sucrée, c'est pour ça. La vérité, les moustiques s'en fichent complètement de ton sucre sanguin. Les moustiques, surtout l'anophèle, le vecteur du paludisme, sont attirés soit par le CO2, le dioxyde de carbone que tu expires. Plus tu expires de CO2, plus tu es visible. Les femmes enceintes, les personnes en surpoids, ceux qui viennent de faire du sport, produisent plus de CO2. Ensuite, la chaleur corporelle. Les moustiques ont des capteurs thermiques. Et enfin, les composés volatiles de la peau. L'acide lactate, l'ammoniac, l'acide gras. Ça dépend de ton microbiote cutané et de ta génétique, de ce que tu manges. Une étude de Nature Scientific Report en 2024 a montré que certaines bactéries de la peau produisent du L+, l'acide lactate qui attire massivement les moustiques. Tu n'as pas le sang sucré, tu as juste le microbiote qui plaît aux moustiques. Pas de chance. Au labo, si on veut mesurer l'attraction des moustiques, on fait un olfactomètre, on expose le moustique à différentes odeurs et on mesure vers laquelle il vole. Le sucre dans le sang n'est pas une odeur, le glucose n'est pas volatile. Si tu te sens bien, tu n'as pas besoin de faire des examens. Pourquoi aller chercher des problèmes? La vérité, c'est exactement pour ça que des gens meurent de maladies qu'on aurait pu traiter. L'hypertension, on l'appelle le tueur silencieux. Pour une raison, tu peux avoir du jus de tension et te sentir parfaitement bien. Le diabète de type 2 peut rester asymptomatique pendant des années. L'hépatite B chronique, très répandue en Afrique de l'Ouest, ne donne souvent aucun symptôme jusqu'à la cirrhose. En Afrique, 46% des adultes hypertendus ignorent leur statut. Au Mali, 50% des diabétiques ne savent pas qu'ils le sont. Au labo, je vois des bilans sanguins des gens qui se sentent bien avec des glycémies à 2 grammes, des créatinines qui indiquent une insuffisance rénale débutante, des transaminases hépatiques explosées. Ce que tu ne sens pas peut te tuer. Le dépistage, c'est pas chercher des problèmes, c'est les trouver avant qu'ils ne te trouvent. Chez Labgest, on conçoit des logiciels de gestion de laboratoire pour que les résultats d'analyse soient tracés, suivis et que les patients soient alertés avant que les symptômes n'apparaissent. Alors, si tu as plus de 30 ans et que tu n'as jamais fait de bilan sanguin, c'est le moment. 10 mythes détruits. Encore 5. Les 5 derniers sont les plus dangereux parce que des gens y croient encore en 2026.
Boire de l'eau pendant le repas dilue les sucs gastriques, ralentit la digestion et fait grossir. La vérité, zéro preuve scientifique. L'eau n'a aucune calorie, elle ne peut pas te faire grossir. Boire de l'eau pendant le repas peut même réduire l'apport calorique parce que ça augmente la sensation de satiété. Les sucs gastriques, l'acide chlorhydrique sont suffisamment concentrés pour digérer les aliments même s'ils sont dilués par l'eau. Au labo, on mesure le pH gastrique, il est entre 1,5 et 3,5. C'est extrêmement acide. Un verre d'eau ne peut pas neutraliser ça. Ce qui fait grossir, c'est les calories, pas l'eau. Si tu manges 3000 kilocalories par jour et que tu bois de l'eau, tu grossis, pas à cause de l'eau, à cause des 3000 kilocalories. Le cancer, c'est une maladie de blanc. Chez nous, ça n'existe pas. La vérité, le cancer existe partout et en Afrique, il explose. Selon Globocan en 2022, la base des données mondiales du cancer, 1,15 million de nouveaux cas de cancer en Afrique en 2022. Plus de 700 000 décès par cancer en 2022. Projection 2040, 2,1 millions de cas, doublement en 18 ans seulement. Les cancers les plus fréquents en Afrique sont le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, le cancer du foie et le cancer de la prostate. Alors, pourquoi on croyait qu'il n'existait pas? Parce qu'avant, l'expérience de vie plus courte, les gens mouraient avant d'avoir des cancers, qui apparaissent souvent après 50 ans. Ensuite, le sous-diagnostic, pas de centre de dépistage, pas d'imagerie médicale. Et enfin, des décès attribués à d'autres causes. Il est mort de vieillesse alors que c'était un cancer non détecté. Aujourd'hui, avec l'allongement de l'expérience de vie et l'amélioration des diagnostics, les chiffres explosent. Le cancer du col de l'utérus, qui est 100% évitable avec le vaccin HPV et le dépistage, tue encore des milliers de femmes en Afrique chaque année. Au labo, on détecte les cancers avec les marqueurs tumoraux tels que la PSA pour la prostate, la CA15-3 pour le sein, la biopsie, l'analyse au microscope et les imageries, scanners, IRM, échographie, etc. Le cancer, c'est pas une maladie de blanc, c'est une maladie des cellules qui mutent et ça arrive à tout le monde. On vous a dit que, et surtout dans le nord du Nigeria et certaines zones du Mali, que les vaccins c'est un complot pour stériliser les Africains. Ils veulent réduire notre population. La vérité, aucune preuve scientifique, jamais, nulle part. Cette rumeur a commencé au Nigeria en 2003-2004 quand des responsables religieux ont boycotté la vaccination contre la polio, affirmant que les vaccins contenaient des contraceptifs. Et résultat, le Nigeria est devenu le premier pays africain avec de la polio endémique jusqu'en 2020. Des milliers d'enfants ont été paralysés pour rien. Les vaccins sont testés sur des dizaines de milliers de personnes avant d'être approuvés. On suit les vaccins pendant des années. On mesure tout, fertilité, cancer, maladies auto-immunes. Si les vaccins rendaient stériles, on le saurait. Au labo, on peut mesurer la réserve ovarienne, hormones antimullériennes ou AMH, le spermogramme, qualité et quantité des spermatozoïdes. Des études ont comparé des femmes vaccinées contre des non vaccinées. Aucune différence dans les taux de fertilité. Le seul effet secondaire prouvé des vaccins, c'est sauver des vies. J'étais A+ avant, maintenant je suis O+. C'est parce que j'ai changé mon alimentation. La vérité, ton groupe sanguin ne change jamais. De ta naissance à la mort, ton groupe sanguin est déterminé par des gènes sur le chromosome 9, le système ABO et le chromosome 1 pour le rhésus. Ces gènes codent pour le glycosyltransférase qui ajoute des sucres spécifiques à la surface des globules rouges. Groupe A possède les antigènes A, groupe B possède les antigènes B, groupe AB possède les antigènes A et B et le groupe O ne possède ni l'antigène A ni l'antigène B. Si ton groupe a changé, c'est l'un de ces trois cas. Premier cas, erreur de laboratoire. Un groupage mal fait, ça arrive dans les labos sous-équipés. Deuxième cas, transfusion ou greffe de moelle osseuse. Si tu reçois une greffe de moelle d'un donneur de groupe différent, tes nouveaux globules rouges porteront le groupe du donneur. C'est ce qu'on appelle le chimérisme hématopoïétique. Et enfin, troisième cas, le phénotype affaibli. Certains patients ont une expression très faible des antigènes A ou B, rendant le groupage difficile. Au labo, avec l'ABGEST, on automatise la validation des groupages pour éviter les erreurs. Un groupe sanguin ne change pas. Si le tien a changé, refais le test dans un labo fiable.
Si ton bébé est malade, c'est parce que quelqu'un t'a jeté un sort. Le mauvais œil a gâté ton lait. La vérité, c'est une croyance qui tue des bébés. Le lait maternel est produit par les glandes mammaires sous contrôle hormonal, prolactine, ocytocine. Sa composition dépend de l'alimentation de la mère, son état de santé, la fréquence des tétés. Aucun mécanisme biologique ne permet à un regard envieux ou une intention malveillante de modifier les laits. Une étude quantitative au Gabon a documenté que la croyance au mauvais œil retarde la prise en charge médicale des nouveau-nés malades. Résultat, mortalité néonatale évitable. Quand un bébé allaité est malade, les causes sont biologiques. Infection, gastro-entérite, paludisme, pneumonie, intolérance alimentaire, mauvaise technique d'alimentation, malnutrition maternelle. Au labo, on peut analyser les laits maternels, la pH, la présence d'infections, la composition en liquide et protéines. Et on ne trouve jamais de mauvais œil dedans. Le vrai danger de ces mythes, c'est que la mère abandonne l'allaitement ou pire, elle va voir un praticien au lieu d'amener le bébé à l'hôpital. Résultat, déshydratation, malnutrition, décès. Le lait maternel est le meilleur aliment pour un nourrisson. Protège-le, pas des esprits, des infections avec l'hygiène, les vaccins et le suivi médical. 15 mythes, 15 croyances que des millions d'Africains tiennent pour vraies et qui, collectivement, causent plus de dégâts que la plupart des maladies elles-mêmes. La vérité, c'est que la désinformation médicale est une industrie. Elle a ses acteurs, les charlatans, les praticiens sans éthique, les pharmacies de la rue qui vendent n'importe quoi, les influenceurs qui répètent des bêtises pour des vues. Et elle a ses victimes, vous, vos parents, vos enfants. Au labo, quand on analyse un échantillon de sang, on ne se base pas sur des croyances, on se base sur des mesures, des chiffres, des preuves. C'est ça la différence entre la médecine et la superstition. La médecine, elle doute, elle vérifie, elle recommence. La superstition, elle affirme sans preuve et elle ne recule jamais. Ce que vous venez d'entendre, c'est 15 raisons de remettre en question ce qu'on vous a dit. Pas pour faire le malin, pour vous protéger, vous et votre famille. Abonne-toi à la chaîne si tu veux plus de décryptage scientifique comme celui-ci. La biologie médicale, c'est pas compliqué, c'est juste mal expliqué. Mon boulot, c'est de l'expliquer. Partage cette vidéo à un pote qui croit encore que l'ail guérit le palu ou à ta tante qui pense que ton groupe sanguin va changer si tu manges mieux. Et si tu travailles dans un laboratoire médical et que tu veux automatiser la gestion, analyse, résultats, traçabilité, connectons-nous sur LinkedIn. On construit des outils pour que la biologie africaine rattrape son retard. Moi, c'est Wally, je démonte les mythes, je respecte la science. On se dit à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.